Donc on va inviter le professeur Sophie Christin-Maître, qui est chef de service à l'hôpital Saint-Antoine et qui va nous parler des recommandations dans le syndrome des ovaires polykystiques. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi j'ai un petit peu plus de chance qu'Étienne parce que les recommandations elles sont sorties en septembre dernier. Donc on a eu le temps de les digérer et je vais essayer de vous présenter la substantifique moelle ou les choses qui sont un petit peu plus modernes, même si ça n'a pas été révolutionnaire ces recommandations. Alors, c'est toujours la première cause d'hyperandrogénie chez la femme, la première cause d'anovulation et la première cause hormonale d'infertilité. Donc, j'espère que cette thématique va vous intéresser. Donc, c'est effectivement, on dit classiquement, 10 à 15% des femmes à travers le monde. Et je voudrais vous présenter cette carte du monde, extraite d'un article de Human Reproduction l'année dernière, enfin en 2022, qui vous montre qu'en fait, il y a une répartition à travers le monde qui est très variable. On voit par exemple ici, les chiffres en Australie sont les plus élevés. J'ai du mal à penser qu'en Russie, ce sont les plus faibles. Je pense que c'est surtout parce qu'on n'a pas de données. Et ce qui est par contre très intéressant, cette étude, c'est entre 1990 et 2019, c'est le pourcentage d'augmentation entre 1990 et 2019. Alors, je vous explique juste le principe de cette carte. C'est entre ces deux années, enfin cet intervalle entre 90 et 2019, et on voit que tout ce qui est bleu, c'est c'est jusqu'à 50% d'augmentation. Et tout ce qui est jaune, là, on voit, c'est 0 à 25. Et tout ce qui est rouge foncé, c'est plus de 100% d'augmentation. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les pays qui sont orange foncé ou rouge, c'est au moins 50% d'augmentation du SOPK entre 90 et 2019. Donc c'est un sujet qui était déjà d'actualité, mais qui vraiment devient très important. Alors la définition, jusqu'en 2000, on était basé sur ces publications de 2010 où on disait, selon les critères de Rotterdam, qu'il fallait au moins 2 des 3 critères suivants: oligo et ou anovulation, hyperandrogénie clinique et ou biologique, et une échographie pelvienne en faveur d'un SOPK après exclusion des causes tumorales et du bloc en 21 à révélation tardive. Alors, j'ai choisi de vous présenter, donc, parce que pour la première fois, c'est la première fois qu'en endocrinologie ou en reproduction, le même article a été publié dans les 4 journaux de référence que sont le JCEM, le European Journal of Endocrinology, Human Reproduction et Fertility Sterility. Donc, c'est la première fois 4 publications le même jour, enfin le même mois, septembre 2023. Donc, on doit être particulièrement concerné. Alors, j'ai choisi de voir avec vous quoi de neuf dans le diagnostic. Est-ce qu'il y a du neuf dans la prise en charge métabolique, dans la prise en charge globale de ces femmes, et puis, assez rapidement, quoi de neuf dans la prise en charge thérapeutique. Donc, c'est un overview, mais je vous ai donné les références des articles. Vous pouvez aller plus dans le détail. Alors, effectivement, ces recommandations, elles ont été basées... est-ce que c'est basé sur des recommandations sur des évidences? Est-ce que c'est un consensus ou est-ce que c'est de la pratique? Et ensuite, la qualité de l'évidence avec une variation entre très faible, faible, modéré et élevé. Et puis, la gradation des recommandations. Est-ce que c'est une recommandation très forte ou pas très forte? C'est pour aider les cliniciens. Alors... Première chose, ce qui est, je trouve, intéressant, c'est la définition des cycles irréguliers. Parce que tout le monde dit oligo-anovulation. Alors certes, une femme qui n'a aucun cycle, c'est assez facile, mais quelle est vraiment la définition des cycles irréguliers? Et le point que je voudrais souligner, c'est qu'il est mentionné qu'il faut parler de cycles irréguliers 3 ans après la ménarche. Donc en fait, ne pas faire trop tôt un diagnostic de SOPK parce qu'il est normal d'avoir des cycles irréguliers dans les 2 premières années après les premiers cycles et que donc 3 ans après la ménarche, jusqu'à la périménopause, on considère que des cycles sont irréguliers quand c'est moins de 21 jours ou plus de 35 ou moins de 8 cycles par an. Alors, c'est peut-être évident pour tout le monde, mais je trouve que ces chiffres sont intéressants et les patientes sont souvent très inquiètes, alors que parfois on peut les rassurer sur la régularité de leur cycle. Alors,
quelle hormone faut-il doser ? Ça, c'est un point important. Et donc, il est vraiment clairement établi, et là, c'est une recommandation forte, qu'il faut utiliser le dosage de la testostérone totale, ne pas doser la testostérone libre, faire, si besoin, un calcul de la testostérone libre. Donc ça, c'est un point important, puisque les dosages de testostérone libre ne sont pas fiables. Donc ça, c'est vraiment indiqué de manière très forte. L'autre chose, c'est si vous suspectez un SOPK, que votre testostérone ou votre calcul de testostérone libre n'est pas élevé, alors dans ce cas, vous pouvez mesurer l'androstendione, la DHEA, le sulfate de DHEA. Il ne faut pas doser la DHEA tout court parce que c'est une hormone qui fluctue énormément avec le stress et ce n'est pas utile. Et donc, c'est né, normalement, dans les recommandations, que si votre testostérone n'est pas normale, elle n'est pas élevée, et que vous avez une suspicion de syndrome des ovaires polykystiques. L'autre chose intéressante, c'est qu'il est bien dit que maintenant, il faut utiliser des dosages par LCMS-MS. Donc c'est très bien de faire ces recommandations internationales, mais je pense qu'il y a beaucoup de pays du monde où on n'a pas accès aux dosages par chromatographie liquide avec spectrométrie de masse. En région parisienne, nous, on a cette chance. Mais donc, effectivement, bien sûr, dans certains centres hospitaliers, pas du tout dans les laboratoires de ville, pour l'instant, mais normalement, dans les années qui viennent, ça devrait se diffuser. Mais pour l'instant, ça reste quand même. Mais vous voyez que c'est écrit, recommandation très forte, que les laboratoires devraient utiliser la LCMS-MS pour mesurer la testostérone totale. Donc ça, c'est un point important. Et il est encore remis que la testostérone libre, ce n'est uniquement par le calcul. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu un petit peu plus de détails sur les diagnostics différentiels. Et je voudrais souligner que pour la première fois, il est mentionné les syndromes d'insulinorésistance extrême. Donc c'est dans les diagnostics différentiels. On a bien sûr les tumeurs ovariennes et surrénaliennes, l'hyperplasie congénitale des surrénales, le syndrome de Cushing, l'hypertécose ovarienne, mais il est mentionné les syndromes d'insulinorésistance extrême. Et ça, je vous ai juste mis cette photo pour dire faire très attention à bien regarder vos patientes et l'acanthosis nigricans. Et grâce à Corinne Vigourou, Camille Vattier, on plonge de plus en plus chez ces patientes qui ont... Je vous ai mis ici un exemple d'une patiente qui a consulté pour un SOPK et qui en fait était une patiente, vous voyez qu'il y a une répartition anormale des graisses, et si on regarde sa mère et sa tante, elles ont aussi des anomalies de la répartition des graisses et elles ont une maladie génétique, un diabète rare de transmission autosomale dominante. Donc ça, c'est pour la première fois mentionné dans les recommandations qu'il faut penser au syndrome d'insulinorésistance extrême. Alors, maintenant, dans le deuxième critère diagnostique, l'échographie. Alors, l'échographie, il est dit maintenant que le nombre... Alors, effectivement, le nombre a évolué parce que les échographies sont de plus en plus précises et que le nombre retenu, alors c'est un peu strict, mais c'est supérieur ou égal à 20 dans au moins un des deux ovaires. Donc, au moins un des deux. Ce n'est pas obligatoirement les deux. Et c'est par ovaire. Donc ça, c'est la première chose, que ce chiffre de 20, il est retenu. L'autre chose un peu moderne, c'est qu'on peut utiliser l'AMH. Donc l'AMH, hormone antimullérienne, qui peut être utilisée, qui est utile pour le diagnostic, mais j'insiste, uniquement chez les adultes. Pourquoi ? Parce que l'AMH monte progressivement à l'adolescence et ne peut pas être utilisée chez les adolescents parce que vous allez probablement passer à côté du diagnostic en sous-estimant l'AMH chez ces adolescentes. Donc ça, c'est la petite nouveauté. Et ça peut être utile quand on n'a pas accès facilement à une échographie. Et bien sûr, je n'ai pas mentionné, mais l'échographie, pour être optimale, doit être réalisée par voie vaginale si la patiente a déjà eu des rapports sexuels. Mais une patiente qui n'a pas eu de rapport sexuel, une échographie par voie abdominale risque de ne pas être très informative. Vous pouvez vous aider du dosage de l'AMH. Alors, l'autre chose, c'est effectivement faire attention au diagnostic chez les adolescentes. Pourquoi ? Parce que l'échographie
n'est pas informative, parce qu'il y a très souvent un aspect pseudo-SOPK chez des adolescentes, et que la deuxième chose, l'AMH n'est pas utilisable. Donc vous avez compris que chez des adolescentes, c'est très difficile d'affirmer le diagnostic de SOPK, et d'autant plus que le pic d'AMH, je l'ai évoqué tout à l'heure, est obtenu entre l'âge de 20 et 25 ans. Et l'autre chose importante, c'est que pour les adolescentes, il faut l'association trouble des cycles et hyperandrogénie, mais le diagnostic final ne peut être établi que 8 ans après la ménarche. Donc, ça peut être assez tardif. Si on pense qu'une adolescente a eu ses premières règles à 12 ans, ça veut dire qu'il faut attendre l'âge de 20 ans pour affirmer qu'elle a ou non un SOPK. Donc, vous pouvez avoir des suspicions, mais pour l'affirmer, il faut attendre ce qu'ils appellent dans les recommandations la maturité reproductive totale. Donc, il y a un algorithme que je vous présente ici, qui est le diagnostic. Pour le diagnostic, on a la première étape, les cycles irréguliers, l'hyperandrogénie clinique. La deuxième étape, effectivement, les dosages hormonaux. Et seulement si on a des cycles irréguliers ou une hyperandrogénie, eh bien là, il est redit à nouveau, faites attention chez les adolescents, l'échographie n'est pas ne peut pas vous aider de manière stricte pour le diagnostic, et donc il faut réévaluer ces adolescents plusieurs années après la ménarche. Alors maintenant, dans la prise en charge métabolique. Dans la prise en charge métabolique, ce que j'ai voulu évaluer et partager avec vous, c'est chez qui faut-il regarder la glycémie, chez quelle femme et à quel moment. Donc, il est bien établi qu'il est important de regarder le statut glycémique chez toutes les femmes, adultes ou adolescentes, avec un syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça, on le savait déjà, qu'il fallait bien regarder la glycémie, puisque ces femmes sont à risque de diabète. Donc ça, c'est la première notion avec une recommandation forte. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est à qui faire une HGPO. Donc il est statué dans ces recommandations que l'HGPO à 75 grammes, et quel que soit l'IMC, et ça, je pense que c'est un petit peu nouveau, quel que soit l'IMC, est recommandé chez toutes les femmes au moment du diagnostic. Donc ça va peut-être changer un petit peu certaines pratiques, parce qu'il est donc recommandé de faire ce test d'HGPO. Et si il est mis que si l'HGPO ne peut pas être réalisée, alors là, on peut utiliser la glycémie à jeun et ou l'hémoglobine glyquée, puisqu'on ne peut pas faire d'HGPO, mais bon, nous, en tout cas en France, on a la possibilité de faire assez facilement cette HGPO. Alors, HGPO 75 grammes chez toutes les patientes. Et ça, je pense que c'est un petit peu nouveau. Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que, par contre, il est mis qu'il n'y a pas de nécessité de mesurer les taux d'insuline. Alors nous, en tant qu'endocrinologue, on va avoir un petit peu de mal à faire ça, parce que d'autant plus si on pense qu'on va chercher les tableaux d'insulinorésistance extrême, bien sûr que si on évoque un tableau d'insulinorésistance extrême, il faut mesurer l'insulinémie. Mais là, c'est bien indiqué, ce n'est pas nécessaire en routine. Donc, la première étape serait de faire l'HGPO, et si votre HGPO est pathologique, eh bien là, de refaire le test avec l'insulinémie. Après, si votre suspicion est forte, je pense qu'on peut d'emblée mesurer l'insulinémie, mais pas en routine chez toutes les patientes. Alors, après, est-ce qu'il y a quelque chose de neuf sur la prise en charge globale? Alors là, je voudrais insister sur le fait qu'il y a énormément de pages sur le syndrome dépressif et l'anxiété de ces femmes avec un SOPK. Et ça a été probablement négligé auparavant. Et là, il est vraiment dit qu'il faut vraiment être conscient de l'augmentation de la prévalence des syndromes dépressifs et de l'anxiété chez ces adolescentes et ces femmes qui ont un SOPK.
Donc ça, c'est une chose importante. Donc le syndrome dépressif, l'anxiété, avec des troubles anxio-dépressifs qui doivent être évalués, et il faut peut-être être particulièrement attentif chez ces femmes. L'autre point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a toute une partie sur le fait que ces femmes ont une prévalence plus élevée de syndrome d'apnée du sommeil. Donc il ne faut pas hésiter à proposer des enregistrements du sommeil. Et donc ça, c'est une recommandation assez forte chez ces femmes qui ont un SOPK. Enfin, est-ce qu'il y a du neuf dans la prise en charge thérapeutique ? Donc la prise en charge thérapeutique, eh bien, alors là, c'est pas très neuf, puisque en première intention, pour la prise en charge de l'hirsutisme et ou des troubles des règles, eh bien, c'est la pilule estroprogestative. Donc la pilule combinée estroprogestative. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est mis dans ses recommandations qu'il n'y a pas d'avantage clinique à utiliser des pilules estroprogestatives qui ont plus de 30 microgrammes d'éthénylestradiol versus celles qui ont moins de 30 microgrammes. Bon, ça tombe bien puisque nous, en France, on en utilise de plus en plus à 20 microgrammes, parfois 30 microgrammes, mais il y en a très peu à l'heure actuelle qui ont plus de 30 microgrammes. Mais c'est intéressant de se dire, parce qu'auparavant, on avait tendance à dire, si une pilule a plus d'estrogène, ça va mettre une balance vers le côté estrogénique, donc moins androgénique. Et ben en fait, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de preuve clinique comme quoi c'est mieux. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser des pilules avec moins de 30 microgrammes par jour d'éthénylestradiol. L'autre point, c'est quid de la metformine. Donc la metformine, eh bien, il est indiqué qu'elle doit être envisagée chez les adultes avec un syndrome des ovaires polykystiques et un IMC supérieur à 25 kg par mètre carré. Auparavant, on disait plutôt plus de 30. Eh bien là, maintenant, le chiffre retenu, c'est supérieur ou égal à 25. Et donc, la metformine peut être utilisée. Elle n'a pas d'intérêt majeur sur la régularisation des cycles. Elle n'a pas d'intérêt majeur sur l'hyperandrogénie, mais elle a un intérêt sur la survenue ultérieure d'un diabète. Et donc, elle améliore l'insulinorésistance et donc peut avoir un impact. Mais donc, peut-être prescrire et penser metformine plus tôt qu'on ne le faisait, puisque c'est supérieur ou égal à 25 kg par mètre carré. Donc, avec une augmentation progressive de 1000, parce que souvent, on se pose la question à quelle dose est-ce qu'il faut commencer, plutôt 1000 et jusqu'à 2500 mg par jour. Alors, il y a un point intéressant qui est de dire qu'on peut éventuellement combiner la pilule estroprogestative et la metformine, mais que ça n'a pas non plus d'effet révolutionnaire de combiner les deux. Alors maintenant, qu'en est-il vis-à-vis de la fertilité ? Donc mon temps était un petit peu réduit, donc je ne peux pas aborder tous les sujets, mais je voulais vous présenter le fait qu'il y a un algorithme qui est présent dans ces articles, les 4 articles. Et cet algorithme, vous voyez que le médicament en première intention, c'est normalement pour favoriser la fertilité chez ces femmes et rétablir l'ovulation, c'est le létrozole. Donc le létrozole, en France, pour l'instant, c'est en négociation, mais n'est pas en première intention. En première intention, en France, on peut utiliser le citrate de clomifène ou le clomide, mais pas le létrozole. Alors que les recommandations internationales disent que normalement, on doit utiliser le létrozole. On pourra évoquer la raison par la suite. Et en deuxième ligne, on voit qu'on peut utiliser les gonadotrophines. Et en troisième ligne, la fécondation in vitro. Et ça, cet algorithme, il n'est pas différent par rapport à l'algorithme précédent, si ce n'est l'introduction du létrozole qui a été indiqué. Alors, dans la prise en charge thérapeutique, eh bien, j'ai voulu faire la transition par rapport aux
topo suivant, parce qu'il y a un article qui vient de sortir, qui n'est pas dans les recommandations, mais qui vient de sortir sur l'impact potentiel de la chirurgie bariatrique. Donc c'est publié le 20 mai 2024 dans le Lancet. Donc je me suis dit que c'était quand même le sujet, même si on devait parler des recommandations. Et donc c'est un article qui a eu pour but de faire une étude randomisée, multicentrique, en ouvert, et qui s'appelle l'étude Bambini. Donc l'étude Bambini, c'était de proposer à des femmes, de randomiser, des femmes qui ont un SOPK entre le traitement médical et la chirurgie bariatrique. Donc le traitement médical, c'était la prise en charge nutritionnelle habituelle et la chirurgie. Et ce qu'on peut voir, c'est sur ce graphique, vous voyez le nombre moyen de cycles ovulatoires. Donc même au fond de la salle, je pense que vous voyez que la courbe bleue, qui est le traitement médical, est beaucoup plus faible que le traitement chirurgical. Donc avec les mois, les semaines qui passent, puisque ce sont des semaines, l'échelle ce sont des semaines, et c'est de 0 à 52 semaines, donc 1 an, eh bien on voit que le nombre de cycles ovulatoires était nettement, et c'est statistiquement significatif, supérieur dans le groupe qui a eu la chirurgie bariatrique versus le groupe qui a été traité médicalement par une prise en charge nutritionnelle dite optimale. Et si on regarde le changement du poids, c'est le graphique C, eh bien on voit, et fort heureusement, que la chirurgie bariatrique, eh bien le poids a baissé quasiment de 30% à 52 semaines, alors qu'avec le traitement médical, il n'y a pas eu beaucoup de perte de poids. Et on voit, il y a le schéma en araignée en dessous, il donne effectivement le bien-être des femmes et comment elles se sentent vis-à-vis de leur santé en général, leur douleur, leur activité, enfin comment elles se sentent dans la vie. Et on voit que celles qui ont eu la chirurgie se sentent mieux. Donc c'est pas moi qui fais de la publicité pour la chirurgie bariatrique, c'est cette étude randomisée, donc qui a inclus un nombre assez faible de patientes, parce qu'il y avait 55 patientes, mais c'est tout à fait statistiquement significatif. Donc ce que je voulais vous donner comme message sur ces recommandations 2023, c'est que l'AMH peut remplacer l'échographie dans les critères diagnostiques chez la femme adulte et uniquement chez la femme adulte, qu'il y a une nécessité de prendre en considération les facteurs de risque métaboliques. On le faisait déjà, mais il faut être particulièrement sensibilisé. Les maladies cardiovasculaires, ces femmes, elles ont 2 fois plus de risques que la population générale de faire des accidents vasculaires cérébraux ou des infarctus. L'apnée du sommeil, qu'on a tendance parfois à oublier. Et ne pas oublier les troubles psychologiques, anxio-dépressifs chez ces patientes. Et il est indiqué dans ces recommandations qu'il est très très important d'éduquer les professionnels de santé vis-à-vis du syndrome des ovaires polykystiques, parce que beaucoup de femmes se plaignent que leur diagnostic est établi avec beaucoup de retard. Et donc il y a une évaluation économique qui a été faite aux États-Unis. Ce sont des milliards de dollars parce que ces femmes errent de diagnostic en diagnostic qui ne sont pas faits et ne sont pas pris en charge correctement, ni vis-à-vis du poids, ni vis-à-vis de la glycémie, ni vis-à-vis des cycles et ni vis-à-vis de leur fertilité. Donc il faut vraiment, il y a tout un paragraphe disant que c'est très important d'éduquer les professionnels de santé vis-à-vis du SOPK. Donc c'est la raison pour laquelle j'espère que vous avez apprécier ces nouvelles recommandations. Et pour finir, pour ceux qui sont vraiment fans du SOPK, je n'ai pas pu m'empêcher de citer le fait que Camille et moi, on vient, à la demande de l'éditeur de Human Reproduction, publier un article de revue sur le mécanisme du SOPK et le mécanisme en particulier épigénétique et de l'horloge et des gènes de l'horloge qui pourraient être impliqués dans le syndrome des ovaires polykystiques. C'est juste un petit clin d'œil final et je vous remercie de votre attention. Le professeur Frédéric Cutten va me poser une question. Merci. J'étais interne chez Frédéric. Ça marche. Merci
Sophie, c'est toujours intéressant d'entendre parler de l'ovaire polykystique. L'impression que j'ai, moi, toujours, c'est qu'il y a très certainement un excès de diagnostic. C'est-à-dire les définitions restent floues parce que les troubles de l'ovulation ou des cycles, il y a de multiples causes. L'hyperandrogénie, il y a de multiples causes. Et puis l'échographie, ça devient un peu plus précis quand même. Mais donc, est-ce que finalement, cette augmentation des diagnostics dans des pays qui avant ne faisaient pas le diagnostic, c'est fait ça tient au fait qu'on porte ce diagnostic parce que ça fait très scientifique, ça fait très chic de le porter. Mais le traitement, finalement, il va toujours être symptomatique, c'est-à-dire on va corriger les troubles du cycle, ou bien on va essayer de corriger l'hyperandrogénie, ou bien le clomide, tu nous diras pourquoi c'est remis en cause, parce que je trouvais que ça marchait pas mal dans les vrais ovaires polykystiques. Alors, l'idée, c'est qu'il y a probablement une augmentation de la prévalence qui est quand même due à l'augmentation du surpoids et de l'obésité, la diminution de l'activité physique. Ça, c'est certain. Puisque plus on prend du poids, plus ce syndrome se révèle. C'est vrai que des femmes minces peuvent ne pas révéler ce syndrome. Elles ne le révéleront que si elles prennent du poids. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien sûr que le diagnostic, il reste, même s'il y a des recommandations qui ont été établies pour essayer d'être à peu près homogène entre les pays, bien sûr qu'il y a probablement dans certains pays un excès de diagnostic par rapport à une hyperandrogénie très modérée ou un hirsutisme qui n'est pas dû à une hyperandrogénie. Alors, ils évoquent aussi que peut-être avec les nouveaux androgènes, puisqu'il y a les nouveaux androgènes surrénaliens et tous ces stéroïdes un peu nouveaux, peut-être qu'il y a des causes qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle et qu'on va identifier. Après, l'idée, je suis effectivement d'accord mais c'est surtout les surdiagnostics, je pense, c'est chez les adolescentes. Et ça, le nombre d'adolescentes qui sont en panique totale en disant « je suis infertile, je suis stérile même, parce que j'ai le SOPK », c'est vraiment dramatique. Chic, je sais pas. En tout cas, ça déprime beaucoup de gens. Ouais, donc voilà. Après, vis-à-vis des traitements, alors il y a quand même des hypothèses extrêmement intéressantes sur l'épigénétique. Donc c'est pour ça que je rapporte l'article qu'on a écrit sur le fait que on sait par des modèles animaux que pendant la vie intra-utérine, l'hyperandrogénie est responsable que l'imprégnation en androgène pendant la vie intra-utérine et qu'une petite fille à la naissance, elle a déjà son SOPK de plus tard dans sa vie. Alors après, il y a des modèles animaux qui, en injectant de l'AMH chez des femelles souris, ça a créé un modèle de SOPK. Et ce qui est impressionnant, c'est que la génération F3, donc pas la deuxième, mais la troisième génération, a aussi le SOPK. Donc il y a probablement des choses épigénétiques. Et donc il y aura peut-être dans le futur des traitements qui pourront peut-être moduler ces phénomènes. C'est une hypothèse. En tout cas, chez la souris, c'est possible de faire une réversibilité du syndrome des ovaires polykystiques dans certains cas. Donc c'est une hypothèse. Après, les gènes de l'horloge, il y a aussi le fait que, en fait, on pose très peu la question, je pense, aux femmes SOPK, elles dorment très mal. Alors, il y a le syndrome d'apnée du sommeil, mais il y a peut-être aussi des gènes de l'horloge qui sont perturbés et elles ont des troubles du rythme nictéméral. En tout cas, ça a été très bien démontré dans des études chinoises, dans des études anglaises. Il y a des troubles du sommeil qui ne sont pas que... c'est pas parce qu'elles regardent les écrans tard le soir qu'elles ne dorment pas. Il y a des troubles du rythme du sommeil. Donc peut-être d'autres traitements futurs. Et pourquoi l'étrozole Ah oui, le létrozole, alors... le létrozole, c'est mieux. Il y a des études qui ont été faites, comparées, létrozole versus clomide, et le létrozole, ça marche mieux. Ça marche mieux parce que probablement au niveau utérin, il y a moins d'impact vis-à-vis de l'atrophie que peut générer le clomide.
Donc ça marche mieux. Donc normalement c'est mieux. Mais en France, c'est en discussion parce que en fait, il s'est passé qu'il y a eu quelques anomalies aux États-Unis sous létrozole. Enfin, en fait, c'est basé sur un abstract sans publication où il y aurait peut-être eu des anomalies sous létrozole. C'est pas du tout confirmé par la suite, mais nous, on est resté un peu bloqué là-dessus, alors qu'il faudrait avancer et prendre le létrozole. Super, merci beaucoup Sophie pour ce très bien exposé.